Mes amis, bien le bonjour, merci d'être ici. Dans la lancée de la dernière vidéo, nous allons parler de cette histoire atroce de Alexander Economou et Élie de Freitas. Nous sommes en 2012 et puis Élie et Alexander sont jeunes, elle a 23 ans, il a 33, ils sont beaux, ils sont en bonne santé et ils se rencontrent sur Facebook. Va commencer entre eux un échange qui va culminer au départ avec une rencontre en octobre 2022. Et puis, à un moment donné, voilà, de fil en aiguille, finissent par commencer à sortir ensemble. Leur première rencontre, réellement, tout seul, sans amis, sans rien, va se passer juste avant Noël 2012, hein, où elle viendra chez lui et ils passent la nuit ensemble. Tout semble bien se passer. On a cette histoire entre la jolie princesse et le riche prince. Et puis, soudainement, tout va s'effondrer. Le lendemain, nous sommes Noël. Et puis, Alexander Economou va contacter Eleanor pour lui dire que c'est fini. Il veut plus la voir. Leur relation s'arrête là. Alors que s'est-il passé? On verra plus tard pourquoi cet homme a décidé de laisser tomber cette femme qu'il appréciait beaucoup à ce stade. Il était parti sérieusement avec elle. Mais à ce moment-là, il y eut une méga fausse note. Alors, dans les jours qui vont suivre, des bruits vont courir. C'est Eleanor, Ellie, qui va les faire courir. Elle va en fait contacter l'un de ses amis. Elle choisira celui qui a la plus grande gueule, celui qui répète tout à tout le monde. Elle va l'appeler au téléphone et elle va lui dire, écoute, l'autre jour, j'ai été, tu sais Alexander, je t'en ai parlé, j'ai été chez lui. Et puis, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais il a dû mettre quelque chose dans ma boisson parce que soudainement, je me contrôlais plus, j'ai perdu connaissance, je savais rien ce qui s'est passé, et puis il a abusé de moi. Voilà ce qu'elle a raconté. Alors cet ami, bien entendu, immédiatement va commencer à jouer son rôle. Il répétera à tout le monde. La nouvelle circule, elle va d'abord circuler chez les amis de la fille, par la suite elle va rebondir chez les amis du garçon, et puis ça arrivera chez lui. Bien sûr, quand il entend cette histoire, lui, il est en rage parce que c'est pas le souvenir qu'il a de cette nuit, souvenir extrêmement intéressant s'il en est. Mais il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait rien. C'était consensuel ce qui s'était passé. Alors il va commencer à la contacter pour lui dire d'arrêter de répandre ces bruits. Et puis il réalise que ces bruits sont de toute façon ont atteint une proportion que plus personne ne peut les contrôler. Alors ce qu'il fait, c'est le 4 janvier, il va aller chez la police pour porter plainte contre elle, parce qu'il ne peut pas laisser ses accusations sans réponse. Le problème, c'est qu'une fois qu'il arrive chez les flics, il décline son identité, et ceux-ci vont lui dire « Ah bon, écoutez, on est content que vous soyez là parce que nous allions venir vous chercher, il y a une plainte contre vous. » Sur ce, il va se retrouver en geôle, ils vont lui enlever sa ceinture, les lacets de ses chaussures, et puis ils vont le mettre en cabane pour la nuit. C'était une manière de le garder à vue et puis le ramollir aussi. Par la suite, ils vont l'interroger et puis le matin, ils le laisseront partir. Mais il y a une enquête maintenant, il sortira libre de chez les flics, mais il n'a pas le droit de s'approcher de la victime à ce stade. Et puis voilà, une enquête va commencer. Si c'était juste à la police de faire l'enquête, en particulier la police de Londres, avec les moyens qu'ils ont, probablement cette histoire aurait pu connaître une fin complètement différente. Si ce n'est que M. Economou, il est d'une très riche famille, et il a les moyens. Les moyens, il va les mettre au service d'une enquête pour essayer de nettoyer son nom, quelque part, nettoyer son nom de cette accusation infamante. Donc, il va recruter une équipe d'avocats, qui eux-mêmes recrutent une équipe d'enquêteurs privés, le genre de gens qui ne laissent aucune pierre sans la retourner. Alors ils vont établir le profil de cette fille, établir les circonstances qui ont mené à cette histoire, et puis à cette séparation. Élie de Freitas est né en 1990. Son père était un financier extrêmement absent qui court les jupes et a un rapport conflictuel avec la boisson. Sa maman est infirmière, mais elle travaille pas, elle est cloîtrée, elle fait des crises, elle est dans un état mental désastreux, donc voilà, elle reste à la maison et elle sort pas. Cette fille qui est enfant unique va grandir peut-être trop vite,
Et puis, une fois qu'elle a 18 ans, elle va aller à l'université. Nous sommes en 2008, donc elle va aller à l'université pour la saison 2008-2009. C'est là que sa vie mentale, elle aussi, va se dégrader. Elle va se transformer très rapidement en légume. Elle laissera tomber l'université au bout d'un an, mais le mal est fait. Elle est déjà sous traitement, elle a été voir de nombreux médecins, et à chaque fois, on lui a prescrit des choses. On a diagnostiqué chez elle de la schizophrénie, de la dépression, un trouble bipolaire, une forme d'autisme, et bien entendu, chacune de ces maladies réelles ou supposées va générer son lot de produits chimiques. Ceci fera en sorte que, en 2012, dans les mois avant de rencontrer M. Economou, elle va se faire interner de force, internée par la force publique. Et elle restera en asile pendant un moment. Et puis, il faudra qu'elle lutte beaucoup, avant de sortir. Une fois qu'elle sort, c'est là qu'elle rencontre cet homme. Maintenant, cet homme, lui, ne savait pas tout se passer. Mais pourquoi il l'a laissé tomber? Pourquoi il a mis fin si brutalement à cette relation? En fait, nous sommes juste avant Noël, la nuit du 22 au 23, et ils vont la passer ensemble. Et puis, lui, il va commencer à googler. Comme par hasard, c'est quelque chose qu'il n'avait pas eu l'idée de faire avant. Il va commencer à googler cette fille. Et voici ce qu'il va découvrir. Le choc, c'est que il va trouver que elle travaillait comme masseuse, mais en fait plus que cela. Elle travaillait comme prostituée. C'est une fille qui vendait son corps. Il a trouvé ses annonces sur des sites spécialisés avec ses photos. Ça ne laissait aucun doute sur la nature des services qu'elle proposait. En plus de cela, elle laissait des clients la filmer et il va trouver des vidéos où elle parle face caméra. La caméra n'est pas cachée, elle parle volontairement à la caméra. Elle explique ce qu'elle offre comme service et après, dans la suite de la vidéo, elle en donne la démonstration avec un client. Ces vidéos n'existent plus aujourd'hui. J'ai pu en voir une et l'accusation, enfin ce qu'il a trouvé, ne fait aucun doute. C'est une partie du dossier sur laquelle elle est béton, elle est carrée la vidéo. Alors, quand il a vu ça, lui, il a réalisé que c'est pas le genre de relation qu'il veut, c'est pas le genre de femme qu'il veut. Il a découvert qu'elle avait une double vie et ce n'est pas quelque chose qu'il a souhaité continuer. Donc il l'a laissé tomber. Elle, en face, elle était sous le choc, elle comprenait pas, elle disait à ses amis, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux, qu'est-ce que je lui ai fait, tout allait bien. Elle était probablement, sincèrement attirée par cet homme. Il y avait probablement de sa part, malgré tout le nuage à travers lequel sa conscience diffusait, je parle du nuage causé par les produits chimiques qu'elle consommait au jour le jour, eh bien, elle était probablement sincère dans son approche envers lui. Mais quand toute la relation a collapsé, eh bien, elle est revenue à ses pulsions. Donc, elle a décidé de lancer cette accusation, puis après, elle est rentrée au service de ce mensonge, et elle a été portée plainte. Le truc, c'est que, quand l'histoire arrive chez le juge, il y a plusieurs choses qui vont jouer un rôle. Déjà, le juge va leur dire les SMS, les textos que vous aviez échangés dans les jours précédents votre rencontre chez lui, présageait de manière assez ample le genre d'activité que vous alliez avoir cette nuit. Les textos étaient assez explicites, de part et d'autre. Aussi, le lendemain de leur relation, le lendemain de cette nuit fatidique où elle l'accuse, eh bien, le matin, ils sont bras dessus, bras dessous. Ils sont dans un magasin pour adultes. Il y a des caméras de surveillance qui filment la scène. Et ils vont acheter plein de choses. Ils vont acheter plein de jeux pour la suite de leur relation. Je vous raconte pas de blague, une fois qu'ils payent, le ticket de caisse fait bien 1 mètre de long. Le gars, il sort avec, comme un qui revient de chez Carrefour, il sort avec 4 bagues énormes sous le bras. Rétrospectivement, on se demande si elle devait pas aller chez un grossiste, parce que probablement ces achats étaient aussi pensés pour des raisons professionnelles, et c'est peut-être ça aussi qui a affecté cet homme une fois qu'il a découvert la supercherie.
cette vidéo va jouer un rôle très important parce que on voit les textos allant jusqu'à cette nuit ou cette journée qui disent clairement ce qu'elle veut faire. Le lendemain matin de cette nuit-là, elle est avec lui dans un magasin pour adultes. C'est elle qui lead. Elle choisit plein de produits. Elle se fait aider par des vendeuses. Elle paye une partie, lui paye une autre. Donc il y avait clairement, on était dans une sorte de relation où le consensus était clairement établi. Le gars, donc, se fait, au bout d'un moment, on reçoit la décision de la police et de la justice qu'il ne sera pas poursuivi. Le cauchemar a duré quelques semaines, mais on lui dit, voilà, c'est fini, c'est terminé. Et puis on dit la même chose aussi à la fille. On lui dit que la police n'a pas pu établir la véracité ou n'a pas pu établir des éléments soutenant sa version. Et donc, l'histoire s'arrête là. Et pourtant, pour cet homme, l'histoire ne peut pas s'arrêter là. Parce que la police n'a pas dit il est innocent, il n'a pas fait cela. La police, leur lettre, elle est très à minima. On n'a pas pu établir les éléments constitutifs d'une infraction. Donc, quelque part, il le laisse en pâture à la foule, au public, à son environnement. Lui ne veut pas s'arrêter là. Lui va maintenant l'attaquer. Lui va avec ses avocats faire une contre-attaque et il va aller devant la justice. Il veut qu'elle vienne devant la justice. Il veut qu'elle dise qu'elle a menti. Et il veut que tous les éléments soient exposés à tout le monde pour que chaque personne puisse voir toute l'histoire dans ses moindres détails. C'est là où nous sommes là en avril 2014 et c'est là que cette fille, elle est dépassée. C'est trop pour elle. Elle peut plus. Elle a lâché cette histoire, elle l'a dépassée, ça a pris des proportions bibliques. D'autant plus que maintenant, on n'a plus la protection, on n'a plus l'anonymat, parce qu'en tant que victime, quand on était considéré comme victime, lui n'avait pas l'anonymat. Lui avait sa figure partout. Mais elle, son nom, son image était cachée. Et maintenant, avec cette contre-attaque, elle se retrouve à faire face, elle aussi, aux journalistes, elle aussi, au public. Et elle n'a pas pu supporter la pression parce qu'elle savait que son histoire allait maintenant s'étaler partout, y compris devant ses parents et tout ça. Et 4 jours avant le procès, eh bien, elle a été retrouvée morte, pendue chez elle, dans une armoire à habits. Donc voilà, c'est une histoire qui montre du gâchis à tous les niveaux. Monsieur Economou n'arrête pas jusqu'à maintenant de se défendre contre des attaques venues parfois de sites féministes et tout qui disent oui, on la croit. C'est vrai, elle dit la vérité. Et c'est parce que ce genre de sites maintiennent le mensonge que des gens comme Economou sont obligés de porter plainte contre les filles qui balancent ces accusations fantaisistes. Avant de finir, je vais vous dire un truc. Je vais parler dans cette histoire de médicaments, de cette gamine qui prenait autant de médicaments que ce qu'un vétérinaire prescrirait à un cheval. Mais je vais vous dire un truc. Moi, l'Afrique, laissez-moi vous raconter une chose. Notre vision en Afrique du trouble mental. Parce que on a l'impression, quand on regarde les Occidentaux, qu'ils font un fétichisme de leurs troubles mentaux. Que oui, je me sens mal, je me sens machin. Regardez les symptômes du trouble bipolaire. Regardez. Alors des fois je me sens bien, des fois je me sens pas bien, des fois j'ai envie de dormir, des fois j'ai pas envie de dormir, des fois je me sens pessimiste, des fois je me sens optimiste, des fois je suis heureux, des fois je suis malheureux, des fois je suis euphorique, des fois j'ai plus d'énergie. Voilà. Ça c'est bipolaire. Alors si vous êtes 10 000 à regarder cette vidéo, voilà, vous êtes 10 000 bipolaires. Il vous suffira juste d'aller voir le médecin du coin et il vous prescrira des médicaments qui iront dans les poches des compagnies pharmaceutiques et de leurs actionnaires. On médicalise le normal. On prend des choses normales de la vie. On prend des détresses réelles parfois, mais des détresses que, honnêtement, la majorité des détresses peuvent être gérées par rencontrer des amis, prendre un bol d'air, découvrir une spiritualité, faire du sport, changer ses habits, abandonner peut-être les
produits toxiques qu'on prend, peut-être ne pas boire, peut-être arrêter la cigarette, arrêter tout ce qui est toxique dans notre vie, déjà faire un nettoyage dans ce sens. D'accord? Beaucoup de détresse peuvent être gérées ou très 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 largement amoindries juste par un changement sur son style de vie. Mais ça, personne ne le dit. Parce que ce genre de discours est un manque à gagner pour les actionnaires des compagnies pharmaceutiques. Donc il faut aller et donner des médicaments pour des choses. Prends des enfants turbulents. Avant on disait un enfant turbulent. Aujourd'hui on dit qu'il a de l'hyperactivité. Et puis voilà, on commence déjà à le médicaliser. Il y a des gamins à 3 ans, ils sont déjà sous camisole chimique. Ils n'ont aucune chance. Ils ont ouvert les yeux, on a commencé à les gaver de comprimés. Après ils grandissent et puis voilà, à 13 ans, ils ont leur première pilule contre l'anxiété. À 15, ils sont sous antidépresseurs. Et puis il y a 30 ou 40 ans, ils ressemblent rien du tout. Ils ont déjà gagné 50 kilos, leurs yeux sont éteints et puis ils se finiront à l'antigel. En Afrique, je vais vous dire un truc. Si tu le vas mal, hein, si ça va mal dans ta tête, je vais te donner on est entre nous, d'accord? On parle. Hein, donc là, on parle. Hein, ceux qui n'ont pas envie d'entendre ces discours sont déjà partis, de toute façon. Je vais te dire un truc. Il y a les Champs-Élysées, d'accord? Il y a les Champs-Élysées. Hein. Je parle pas de la partie calme un petit peu vers la place, là en bas. Je parle de la partie qui est proche de l'Arc de Triomphe, d'accord? Là où il y a du public. Et je te parle à midi, pas à 3 heures du matin. Alors pour nous, voilà comment ça marche en Afrique. Si tu es au milieu des Champs-Élysées à midi en train de faire tes besoins en pleine route, d'accord? Avec les flics qui sifflent et les véhicules qui te contournent, à ce moment-là, on accepte que tu es probablement malade de ta tête. Tu as probablement besoin de médicaments et d'attention médicale. Là, on te croit. En dessous de ça, juste réveille-toi. Trouve-toi un peu de soutien. Va voir ta famille. Respire un bol d'air. Fais du sport. Change tes habitudes. D'accord? Et arrête d'enrichir Big Pharma. Arrête d'acheter des pilules et les ingurgiter. Ça te rend détraqué complètement, de toute façon. Ça empire ton cas. Hein. Et quand on te les donne, c'est ce qu'on te dit. Hein. C'est un petit peu comme les dealers au coin de la route. C'est ce qu'ils te disent. Hein. Ils disent pas, tu vas prendre ce produit chimique, après tu finiras par te prostituer pour 5 euros pour payer les prochaines doses. Ils ne diront pas ça. C'est ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire, c'est temporaire, les médecins. Ils vont dire, juste prends ça, ça va t'aider, oui. Vous êtes en train de passer par une phase difficile. Je vais vous faire une ordonnance. On vous donnera des médicaments qui vous aideront à traverser cela. Et en fait, là, t'es parti. C'est fini. C'est fini. Là, il y aura quelque part dans le monde, dans une institution financière qui gère les intérêts des compagnies pharmaceutiques, il y aura un Excel où il y aura un chiffre qui va tourner. Clac. D'accord? On va te rajouter là-dedans. Tu es nouveau consommateur. Dans 3 mois, quand on fera une assemblée générale face aux actionnaires, eh ben on parlera de toi. Tu seras là. Tu seras une célébrité. D'accord? Tu seras un nouveau client qui a été acquis. Tu seras de la croissance. Tu seras des développements. Et en plus, comme ils pensent que tu consommeras encore plus de saloperies, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on fera? On dira que l'année prochaine, on s'attend à une croissance. La croissance, c'est qui? C'est ta gueule, la croissance, d'accord? C'est toi qui te détruis pour ces gens-là, d'accord? Qui se foutent complètement de toi. Et oui, le monde est dur, d'accord? C'est très cynique, le monde dans lequel nous vivons. Donc voilà, mes amis. Ce qui fait que, si vous regardez le rapport d'expertise, d'ailleurs, de psychiatre de cette fille-là, pourquoi elle était dans une telle promiscuité? Pourquoi elle rencontrait autant d'hommes? Oui, il y avait l'argent, mais c'est pas que ça. Il y avait autre chose. Il faut regarder. C'est même pas besoin de lire entre les lignes. Il faut juste lire. C'est écrit noir sur blanc. Eh bien, c'était un effet secondaire de certains médicaments qu'elle prenait. Eh oui, mes amis. Certains médicaments qu'elle prenait avaient cet effet de la rendre complètement vulnérable à cette forme de promiscuité-là, parce que, voilà, ça balançait, ça foutait en l'air complètement son équilibre hormonal et psychologique et tout ça. Alors que ces médicaments, ils étaient donnés à l'origine, n'est-ce pas, pour la ranger, pour la rendre une personne normale, alors qu'elle était déjà une personne normale. Hein, vous pleurez? Vous n'arrivez pas à dormir des fois? Vous avez des hauts et des bas? Je viens avec une bonne nouvelle. Vous êtes une personne normale. Et vous vivez dans une vie réelle. La vie, c'est pas sur Netflix. Vous n'êtes pas sur le Club Med ici. D'accord? Vous êtes sur Terre. Vous êtes dans une société. Avec ses hauts et ses bas. Avec ses merdes.
ses bons et ses mauvais jours, ses bonnes et ses mauvaises nouvelles. Il y a des gens, il y a des jours, tu auras quelqu'un qui va naître, tu vas le tenir dans tes bras, c'est une nouvelle vie qui arrive. Et un autre jour, tu es debout devant une tombe, il y a quelqu'un que tu es en train d'enterrer, peut-être un proche, peut-être un ami. Tu n'as même pas eu le temps de dire au revoir, il est mort, point final, il est enterré maintenant. Ça, c'est la vie, la vraie. Ce n'est pas le Club Med, d'accord? Tu n'es pas en croisière. Tu vas pas passer 80 ans, 90 ans de ta vie en croisière à rigoler tous les jours. Et le jour où il n'y a pas de rire, ou le jour où il n'y a pas de bonnes nouvelles, le jour où le soleil ne se lève pas, comme aujourd'hui, il fait gris, eh bien, ce jour-là, tu vas aller chez le médecin pour prendre des médicaments. D'accord? Ça ne réglera pas le problème de toute façon. Ça ne fera pas que tes amis vivront plus longtemps. Ça ne fera pas sortir le soleil de toute manière. Et tu le sais. D'accord? Et encore une fois, je ne veux pas rejeter. C'est pas mon but de rejeter les souffrances bien réelles de beaucoup de monde. Mais je vous dis, arrêtez de jeter de l'huile sur le feu. Arrêtez de vous détruire. Parce que votre souffrance, il y a des gens qui capitalisent dessus. Votre souffrance, ta souffrance à toi, c'est un capital pour d'autres. Il y a des gens qui travaillent à essayer de transformer cette souffrance en revenu. Et comme nous vivons dans un monde assez merdique, comme vous avez pu le constater, eh ben, il y a beaucoup de souffrance. Et c'est pour ça que ceux qui surfent dessus sont extrêmement riches. Eh ben, comme par hasard. Essaye de faire de l'argent avec le bonheur. Bon courage. Par contre, si tu veux transformer la détresse en espèces sonnantes et trébuchantes, il y a plein de business models qui marchent très bien, qui marcheront jusqu'à la fin des temps. Voilà, mes amis. C'était juste une remarque. D'accord? C'est juste une remarque. À la fin de cette vidéo. C'est tout. Voilà, je vous laisse et puis on se voit une autre fois. À bientôt.